Alors, bonjour à tous. Je me présente, Geneviève Vézina, responsable des partenariats et des alliances stratégiques pour l'AQT. Il me fait plaisir, au nom de l'AQT, bien sûr, de vous accueillir aujourd'hui. On a l'honneur de recevoir M. Frédéric Lucas, qui est président et expert en croissance des ventes et qui nous entretiendra sur comment structurer son équipe de vente pour garantir sa croissance. En tant que président et fondateur de Prima Ressources, Frédéric Lucas travaille quotidiennement avec des PDG, des propriétaires d'entreprises, des entrepreneurs, des responsables des ventes qui souhaitent augmenter leur chiffre d'affaires à travers leurs ventes. Il est également fier d'aider ses clients à s'adapter aux dernières tendances et conditions qui remodèlent l'industrie de la vente. Je désire en fait aussi, chers participants, vous faire mention que l'événement d'aujourd'hui est enregistré. On va pouvoir aussi vous envoyer le tout par courriel après et à la fin de la présentation de M. Lucas, le tout sera, on va arrêter l'enregistrement. Alors, vous pourrez poser vos questions en ouvrant vos caméras, vos micros pour qu'on puisse vous voir. Et si entre-temps, vous avez des questions, eh bien, vous pouvez les mettre dans le chat, puis je vais pouvoir, excusez, je vais pouvoir les poser à Frédéric sans problème. Donc, sans plus tarder, j'aimerais laisser la parole à Frédéric et je vous souhaite une bonne rencontre. Excellent. Merci beaucoup, Geneviève, pour l'introduction, la présentation. Bien apprécié. Bonjour tout le monde. Bienvenue. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue là, à la rencontre d'aujourd'hui. Donc, très content d'aborder le sujet de comment structurer les ventes parce que j'ai fait tellement de mandats et j'ai parlé à tellement d'entreprises qui tombaient dans le piège d'essayer de structurer leur équipe des ventes comme des entreprises matures, comme des grandes entreprises. D'ailleurs, je me suis amusé en préparation à ce webinaire-là à faire une petite recherche sur le web sur comment justement structurer ces ventes. Puis tout le monde a un peu sa recette, tout le monde a un peu sa façon, tout le monde met de l'avant comment ils ont réussi à faire croître leurs ventes, mais souvent ils perdent de vue les stades de croissance par lesquels ils sont passés et la formule qu'ils préconisent n'est pas nécessairement adaptée à la PME, à la petite et la moyenne entreprise. Fait qu'aujourd'hui, là, j'ai je dirais, un objectif simple avec la présentation, c'est de prendre la complexité de structurer ses ventes et de la simplifier. Donc, si aujourd'hui vous sortez, là, puis c'est plus simple pour vous de structurer votre équipe des ventes, bien, pour moi, ça va être mission accomplie. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses qu'on va discuter aujourd'hui pour être capable justement de simplifier tout ça. Mais à la fin, ça devrait, pour vous, faire plus de sens. Puis vous devriez être en mesure, comme je dis, là, de mieux organiser ça, mieux définir les rôles, les responsabilités, puis éviter des erreurs. Puis aujourd'hui, je vais vous en partager là, les erreurs, les pièges les plus communs que je vois dans lesquels les entreprises de technologie spécifiquement tombent quand vient le temps d'organiser les ventes. Puis je dirais que c'est un peu propre au secteur des technologies parce que j'ai la chance de faire des projets dans le manufacturier, dans la distribution. Il y a une tendance à la technologie à rendre ça plus compliqué que ça a besoin de l'être. Donc, on va tenter d'enlever de la complexité aujourd'hui. Donc, comme Geneviève l'a mentionné, il y a une partie contenu qui va, dans le fond, remplir peut-être la première partie de notre rencontre. Puis dans la deuxième partie, ça va être plus questions. Mais je veux vraiment que ça soit convivial. Je veux vraiment que tout le monde se sente à l'aise de poser des questions via le chat pendant la présentation. Geneviève va m'aider à les intégrer. Puis à la fin, là, on va vraiment laisser un temps là, pour des échanges, pour de la discussion. Fait que soyez prêts, prenez avantage de ça. Là, on va avoir du temps. On a un 90 minutes aujourd'hui ensemble. Donc, à peu près la moitié du temps sur la présentation, l'autre moitié sur un 45 minutes, 1 heure sur le contenu, puis une demi-heure certainement pour ces échanges-là. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je prends le temps de me présenter, Frédéric Lucas, donc effectivement expert en croissance des ventes. Puis j'ai eu la chance, là, naturellement, de faire un grand nombre, plusieurs centaines de projets là, au fil de la dernière décennie. Vous allez voir, je vais prendre une approche assez objective, assez scientifique, justement,
à comment structurer son équipe des ventes. Donc, je vais vous partager là, une partie naturellement de cette science-là à travers notre discussion d'aujourd'hui. Il y a aussi un art à structurer ses ventes. Je vais faire un heureux mélange des deux, puis mettre mon expérience puis mon vécu là-dedans. Donc, je le disais un petit peu en prémisse, là, on s'inspire de toutes sortes de formules en matière de technologie. On regarde ce que Salesforce suggère, ce que HubSpot suggère. On a toutes les compagnies qui essayent de nous vendre des plateformes ou des logiciels qui mettent des logiciels au niveau des ventes, qui mettent de l'avant leur propre version de ce que ça prend justement pour être capable de bien structurer, bien organiser, qui mettent de l'avant leur modèle de vente. Fait que l'idée aujourd'hui, c'est d'être capable de simplifier tout ça. Puis l'idée aujourd'hui, c'est de trouver le modèle qui convient à votre entreprise. Puis c'est un peu ça le problème, c'est que souvent, quand je lis de ces articles-là, on prend une vue qui est très centrée sur soi. C'est le modèle qui a permis à mon entreprise de réussir, mais le modèle qui a permis à Salesforce ou à HubSpot ou à Pipedrive de réussir n'est pas nécessairement le modèle qui va être approprié pour votre organisation. Puis comme je dis, il y a une progression. Donc, le modèle au niveau des ventes de HubSpot aujourd'hui n'est certainement pas celui qu'ils avaient en 2008, puis après ça en 2011, puis ensuite de ça en 2013, au fur et à mesure où ils ont pris de la croissance. Donc, c'est important d'être capable de considérer votre stade de croissance là-dedans. Ça, je pense que c'est quelque chose qui, vous allez le voir, fait partie des étapes, mais qu'on ne considère pas suffisamment quand vient le temps justement de structurer les ventes. La complexité, parlons-en. La complexité, je vous dirais, vous la voyez en ce moment à l'écran, là, c'est la prolifération, c'est tous les titres qui peuvent exister au niveau des ventes. Puis là, j'ai mis les titres en anglais parce qu'habituellement, quand on me parle, on utilise plutôt la terminologie anglophone, puis je vous ai mis une traduction. Fait que là, il y a beaucoup de termes qui désignent tout un paquet de choses. Puis en plus, on a des termes en anglais, puis on a des termes en français. Puis à l'écran, là, je vous fais grâce des acronymes parce que naturellement, ces différents sites-là ont aussi des acronymes. Fait que ça peut rapidement devenir très mélangeant à savoir c'est quoi un account executive versus un account manager versus un biz dev manager ou un biz dev director versus un partner sales manager versus un sales development representative ou un business development representative qui, soit dit en passant, sont des synonymes, désignent la même chose. Après ça, là-dedans, on a aussi des sales managers puis des sales vice presidents. Mais souvent, c'est difficile de savoir ces gens-là font quoi. C'est un sales manager qui vend ou c'est un sales manager qui gère? C'est un vice-président qui lead ou c'est un vice-président qui lui aussi fait des ventes? Puis elle est là la confusion. Combien de vice-présidents j'ai rencontrés dans des entreprises que quand je regardais day-to-day leur rôle, c'était un rôle de vente dans lequel ils étaient. Puis j'ajoute à ça des rôles de sales engineer, sales architect, inside sales. Et en passant, ma liste n'est pas exhaustive. Il y a certainement des termes additionnels, des titres additionnels qu'on peut ajouter. Certains veulent faire refléter dans les titres les valeurs aussi de leur entreprise ou leur positionnement unique, puis arrivent justement avec des titres créatifs au niveau des différents rôles dans leur organisation des ventes. Et ce que je remarque, c'est que souvent, quand je parle à l'intérieur d'une organisation des ventes, qui a plusieurs leaders, souvent les leaders ont des définitions différentes de ces différents rôles-là, de ces différents titres-là. Puis souvent, il y a beaucoup de confusion entre les RH puis les ventes sur exactement c'est quoi. Les RH pensent que c'est quelque chose, les ventes ont quelque chose d'autre en tête, puis ça crée un grand, je dirais, discours de sourds, puis beaucoup de confusion là-dedans. Puis là, finalement, on se met à chercher des personnes, mais ce n'était pas vraiment ça qu'on avait besoin. Fait que la première chose pour être capable de simplifier la conversation, être capable de simplifier la réflexion sur comment organiser, comment structurer son équipe des ventes, c'est d'être capable d'arrêter de parler de titres. Moi, quand je rencontre une entreprise, la première chose que je fais, c'est que j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière du titre, parce que le titre, là, il ne veut rien dire dans les faits. Ce qui est important, c'est
qu'est-ce que la personne doit faire, quel est réellement son rôle et ses responsabilités. Puis pour être capable de faire ça, j'utilise un cadre qui définit 4 grands rôles au niveau de l'organisation des ventes. Puis vous allez voir, là, ça va rafraîchir tout ça, ça va simplifier tout ça. Donc, il y a 4 rôles élémentaires au niveau de votre équipe des ventes. Le premier rôle, c'est les gens qui sont dans un rôle de vente. Donc, c'est des gens dont la responsabilité est de vendre ou d'exécuter une partie du processus de vente. Maintenant, il y a toutes sortes de configurations possibles à l'intérieur du rôle de vente. Vous allez avoir des gens qui vont faire peut-être plus le début du processus ou la fin du processus. Il y en a qui vont faire tout le processus. Donc, il y a différentes configurations, mais peu importe la saveur, ça reste un rôle de vente. Ça, c'est le premier rôle. Donc, la première chose à faire pour simplifier tout ça, c'est qui dans mon organisation, quels sont les rôles où on s'attend à ce que la personne vende. Premier rôle. Deuxième rôle, c'est un rôle de gestion des ventes. OK? Le rôle de gestion des ventes, c'est quand j'ai des représentants, des gens de vente qui se rapportent à moi. Donc, un directeur des ventes, un sales manager ou un vice president of sales, qu'il n'y a personne qui se rapporte à lui ou à elle, c'est quelqu'un qui a un titre de sales manager, mais son rôle, c'est un rôle de vente. Donc, ce qu'on cherche à la fin de la journée ou ce qu'on veut de cette personne-là, c'est un vendeur. Puis vous allez voir, ces questions-là sont importantes parce que ça a un impact sur le recrutement, mais aussi sur le développement, sur les attentes, sur les compétences qui sont recherchées. Les compétences de vente sont très différentes, naturellement, des compétences de gestion des ventes. Donc, un gestionnaire des ventes, c'est quelqu'un qui a donc des vendeurs, des gens de vente qui sont dans un rôle de vente qui se rapportent à eux. Sinon, on a vraiment juste affaire à un titre. Le troisième rôle, c'est un rôle de leadership des ventes. Le rôle de leadership des ventes, c'est quand j'ai des gestionnaires des ventes qui se rapportent à moi. Et il y a beaucoup de vice-présidents, par exemple, qui ont un rôle de vente, mais il y en a aussi des vice-présidents que, quand on regarde leur rôle, dans le fond, ils ont des vendeurs qui se rapportent à eux, pas des gestionnaires. Donc, ils ont un titre de vice-président qui est habituellement le titre qu'on donne à un leader des ventes, mais réellement, leur rôle, c'est un rôle de gestion des ventes. Donc, vous voyez là comment, juste en regardant le titre, c'est très difficile de savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Il faut vraiment regarder qu'est-ce qu'il y a en arrière en termes de rôle et responsabilité. Donc, vente, j'ai une responsabilité de vente. Gestionnaire des ventes, j'ai des vendeurs qui se rapportent à moi. Leader des ventes, j'ai des gestionnaires des ventes qui se rapportent à moi. Puis, naturellement, si votre organisation est de plus petite taille, bien peut-être, puis que vous êtes le chef d'entreprise, bien peut-être que vous êtes le leader des ventes par défaut parce que vous n'avez pas un vice-président à qui se rapportent des gestionnaires. Tout comme peut-être vous n'avez pas non plus de gens, de gestionnaires dans votre équipe. Donc, vous êtes peut-être le gestionnaire des ventes en tant que chef d'entreprise, en tant que président ou en tant que DG. Donc, vous avez un rôle par défaut là, que vous avez hérité. Le quatrième rôle, c'est un rôle technico-commercial. Donc, c'est des gens dont la responsabilité n'est pas d'atteindre un quota de vente, mais plutôt d'assister les gens de vente pour être capables justement de compléter leur cycle de vente. Et d'ailleurs, ça, c'est souvent une source de confusion. On prend des gens technico-commerciaux pour les mettre dans des rôles de vente en pensant que des compétences techniques font vendre. Or, si les compétences techniques font vendre, bien, on prendrait nos développeurs, puis on prendrait nos ingénieurs, puis on ferait tout simplement les mettre aux ventes, puis n'importe quel ingénieur ou n'importe quel développeur serait en mesure de vendre. Évidemment, ce n'est pas le cas. OK? C'est important de réaliser ça parce que ça aussi, c'est une source de, je dirais, de confusion. Des gens qui ont les bonnes compétences en vente,
ça va compenser pour un manque qu'il pourrait y avoir au niveau des compétences techniques. Et après ça, ce qu'on veut s'assurer, c'est d'avoir des bonnes personnes au niveau technico-commercial pour les supporter dans le cycle. Puis on va revenir aussi là, sur le rôle exact puis la place du rôle technico-commercial dans le cycle de vente. Donc, première chose à garder en tête, ce n'est même pas une étape là, pour organiser ces ventes, c'est simplement une façon de faire une espèce de rayon X puis de se démêler, c'est de prendre vos titres puis de leur faire passer le test du rôle élémentaire. Là. Donc, c'est quoi le rôle élémentaire derrière ce titre-là? Maintenant, concrètement, c'est quoi les étapes pour être capable de structurer son équipe, réfléchir la structure? Puis, je vous ai organisé ça en 4 étapes simples. Encore une fois, je veux garder ça le plus concret possible, mais aussi le plus léger possible. Puis, c'est vraiment les étapes que j'utilise quand j'ai besoin d'accompagner mes entreprises dans cette réflexion-là. La première étape, puis je vous les présente les 4, puis après ça, on va les voir de façon plus détaillée par la suite. Donc, la première étape, c'est d'identifier son stade de croissance. Parce que ce qui convient à un certain stade de croissance ne peut ne pas convenir au suivant et vice-versa. Donc, il faut bien comprendre son stade de croissance. La deuxième étape, il faut bien comprendre et établir c'est quoi sa stratégie des ventes. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Difficile de réfléchir comment structurer son équipe si la stratégie des ventes n'est pas claire au préalable. Ensuite de ça, il faut identifier c'est quoi les rôles et les responsabilités en fonction du processus de vente. On va voir ça tantôt. Puis après ça, il faut s'assurer de mettre les bonnes personnes dans les bons rôles. Fait que ça, c'est les 4 grandes étapes pour bien structurer son équipe de manière à assurer une croissance des ventes par la suite. Donc, son stade de croissance, la stratégie, les rôles et responsabilités, puis après ça, on met les bonnes personnes dans les bons rôles. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacune des étapes, puis je vais les détailler un peu plus pour rendre ça plus concret. Puis je prends le temps de mentionner, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez aussi faire des commentaires vis-à-vis la zone de conversation. Là. Donc, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'activité de ce côté-là. Là. Allez-y, là. Si ça vous parle, là, dites-moi oui, ça me parle ou non, ça ne me parle pas. Donc, allez-y, là, utilisez la zone de conversation pour échanger avec moi. Comme je vous dis, là, ça va nous réchauffer pour la discussion tantôt. Ça va nous permettre d'alimenter la discussion tantôt. Donc, étape 1, identifier son stade de croissance. Donc, chez Prima Ressources, quand vient le temps de parler de stade de croissance, quand vient le temps de parler aussi de c'est quoi l'équipe de vente que ça prend, c'est quoi la maturité que ça prend, on a dans le fond 4 stades. 4 stades, vous en voyez 3 à l'écran. Je pense que le premier est resté peut-être caché quelque part. Donc, on a 4 stades de croissance, petite erreur d'affichage ici. Donc, le premier stade, c'est le stade artisanal. Donc, c'est le premier stade de croissance. Le stade artisanal, vous êtes dans cette étape-là si, comme chef d'entreprise, vous êtes le principal vendeur dans votre organisation. Donc, si votre rôle, c'est de vendre, peut-être que vous avez un vendeur dans l'équipe, là, mais la majorité des ventes repose encore sur vos épaules. Vous êtes dans cette première étape-là en termes de stade de croissance qui est le stade artisanal. Puis naturellement, si vous avez des visites de croissance, le but, c'est de passer à l'étape suivante, qui est l'étape de croissance. Donc, ça, c'est la deuxième étape, le deuxième stade de croissance, qui est l'étape croissance. Alors là, on a une équipe des ventes généralement de quelques représentants. Et là, comme chef, vous avez 2 situations. Soit vous êtes en train de mettre en place un directeur des ventes, soit vous avez encore cette responsabilité-là. Vous êtes le gestionnaire des ventes par défaut. Et là, vous essayez de créer une relève, vous sortir de ce rôle-là. Donc là, vous êtes à l'étape de croissance. Ensuite de ça, on va à l'étape expansion.
L'étape expansion, c'est quoi? C'est quand on a une structure des ventes qui est plus organisée, plus développée. Donc, généralement, on va avoir plusieurs équipes de vente avec des gestionnaires et on va avoir un ou plusieurs leaders des ventes où on va être en train de mettre en place son leader de vente. Donc, comme chef d'entreprise, on va être un peu dans cette transition-là, dans cette phase-là, qui va nous amener vers la phase mature, où là, effectivement, on va avoir un leader des ventes, on va peut-être même avoir un VP de VP, puis là, on commence à voir apparaître des titres de Chief Commercial Officer, Chief Sales Officer, Chief Revenue Officer. Donc là, on commence à tomber dans cette étape de croissance-là qui est davantage la maturité. Et évidemment, chaque stade de croissance a ses défis. Chaque stade de croissance a aussi la façon d'organiser ses ventes. Et trop souvent, ce que je vois, c'est des entreprises artisanales qui essayent de mettre un modèle mature au niveau de leur structure des ventes ou même des entreprises en croissance. Donc, on essaye comme de sauter des étapes. Puis là, on se retrouve à avoir dans une entreprise de moyenne taille une structure qui devient trop complexe pour son stade de croissance. On essaye de trop spécialiser les rôles au fond. Puis dans le fond, ce qu'on veut, c'est moins de rôles, mais qui en couvrent davantage. Donc, il y a ce concept-là d'évolution puis de spécialisation des rôles, mais qui doit être cohérent, qui doit être conséquent avec le stade de croissance auquel on se trouve. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment cibler où est-ce que vous êtes. Donc, est-ce que vous êtes au niveau artisanal? Est-ce que vous êtes au niveau croissance? Est-ce que vous êtes au niveau expansion ou est-ce que vous êtes au niveau mature? Puis là, je prends quelques secondes de pause. Je ne sais pas si on a des questions. Est-ce que tout le monde est capable de se repérer? Peut-être là, dans le chat, là, mettez où vous êtes rendu. Là. Donc, basé sur les explications, là, est-ce que vous sentez que vous êtes à un niveau artisanal, un niveau croissance, un niveau expansion, un niveau mature? Donc, inscrivez ça là, dans la zone de conversation. Je vais attendre quelques instants. Là. Ça va me donner une petite idée de l'audience puis où est-ce qu'on est. Puis ce n'est pas bien ou mauvais là, d'être à un stade ou à un autre. Je veux dire, c'est juste de comprendre où est-ce qu'on est rendu. Donc, merci Jessie. Là, pas de questions, mais ça nous parle. De notre côté, artisanal vers la croissance, excellent. On a croissance artisanale, croissance encore, excellent. Fait que beaucoup d'entreprises là, qui sont dans cette étape croissance-là, quelques entreprises aussi dans le stade artisanal. Fait que premier piège à éviter, c'est d'aller trop complexe, de rendre ça plus compliqué que ça a besoin de l'être en voulant mettre en place une structure mature quand dans les faits, peut-être, on n'est pas tout à fait rendu là. Fait que c'est la première chose donc à garder en tête. Maintenant, si on regarde l'étape 2, OK? Fait que là, on a le stade de croissance. L'étape 2, c'est d'établir sa stratégie des ventes. Puis là, pour établir sa stratégie des ventes, il y a certaines réflexions qu'il faut avoir, OK? La première, c'est qu'il faut bien comprendre c'est quoi son mix produit, OK? Donc, je vends quoi à mes clients? Et si je regarde une entreprise traditionnelle en technologie, il y a deux grandes catégories, là. Il y a des entreprises logicielles puis il y a du service professionnel, OK? Maintenant, ce que je vois souvent dans les entreprises logicielles, c'est que, bon, on vend des licences, on vend du logiciel qui peut être on-premise, qui peut être en modèle SaaS. C'est correct, là, c'est deux formules. Mais l'idée, c'est qu'on vend donc un produit technologique, une solution technologique. Beaucoup d'entreprises vont aussi offrir naturellement un produit qui est du service professionnel. Pour implanter la solution, donc le service professionnel peut être utilisé de différentes façons. Puis c'est souvent le rêve là, d'avoir une business qui est rien qu'une business de licence en modèle SaaS où est-ce qu'on peut faire une super valuation de sa business. Mais la réalité, c'est que souvent, on a besoin de faire du service professionnel pour être capable d'améliorer l'expérience client, d'amener nos clients à avoir du succès naturellement. Donc, beaucoup plus de business font du service professionnel que souvent ce qu'on lit. Puis,
puis c'est correct, puis ça fait partie encore là de la croissance d'offrir du service professionnel. Donc, on a ça. Après ça, on peut avoir différentes options additionnelles qui peuvent être offertes. Fait que bien comprendre son mix produit, ça, c'est important. Puis après ça, c'est de bien comprendre à qui je vends, qui sont mes clients, c'est quoi mon mix marché, à qui je m'adresse. Donc, ça, c'est la deuxième composante importante. Donc, je vends mon mix produit, mon mix marché, puis après ça, naturellement, quel produit je vends à qui. OK? Puis ça peut paraître simple, là, mais je vous le dis, là, c'est pas clair dans beaucoup d'entreprises. Puis il y a encore beaucoup de travail à faire sur juste ce bout-là de stratégie. Puis encore là, le but, c'est de simplifier. Donc, clairement, est-ce qu'on peut identifier les produits ou les solutions, puis à qui on les vend, à qui ils s'adressent? OK? Donc, ça, c'est les deux premières questions qu'il faut se poser. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai donné des exemples. Fait que là, dans mon premier exemple, j'ai une entreprise qui fait des logiciels de dessin. OK? Puis dans leur cas, bien, ils ont des logiciels de dessin qui vendent autant à des bureaux de professionnels, donc des architectes, des firmes d'ingénierie, qu'ils vont vendre leurs logiciels de dessin aussi aux travaux publics, à des ministères, à des organismes gouvernementaux. Donc, ils ont comme ces deux marchés-là avec naturellement des solutions qui sont adaptées. Donc, on a notre logiciel de dessin pour les bureaux professionnels. Puis, dans la logiciel dessin qui s'en va aux travaux publics, bien là, on a une librairie, on a des flux d'approbation. Donc, on a une solution peut-être de plus petite ampleur pour des plus petits bureaux de professionnels. On en a une pour des plus grosses firmes de génie. Puis, on a après ça une solution pour les travaux publics. Donc, quand on regarde ça, la troisième question qu'il faut se poser, c'est combien de processus de vente on a. OK? Et ça, c'est important. OK? Vendre à un bureau de professionnel ou à une firme de génie, ce n'est pas la même chose que vendre au MTQ. C'est deux processus qui sont différents. OK? Puis ça va prendre aussi des vendeurs qui ont des expériences différentes. Mon vendeur qui fait du bureau de professionnel, c'est peut-être pas mon vendeur qui fait du travaux public. Puis si vous êtes au mode artisanal, peut-être que vous n'êtes pas capable d'attaquer ces deux segments clients-là. Fait que là, il faut prioriser. Ou est-ce que c'est quoi notre stratégie? C'est-tu d'aller au bureau de professionnel pour après ça ramasser les travaux publics ou c'est d'aller aux travaux publics, s'imposer comme standard pour après ça amener les bureaux de professionnels? Fait qu'il faut clarifier la stratégie, il faut clarifier où est-ce qu'on va mettre nos efforts, puis il faut clarifier on a combien de processus de vente. Donc ici, on aurait minimalement 2 processus de vente, un pour les bureaux de professionnels, l'autre pour les travaux publics, puis potentiellement un troisième si on vend à des grosses firmes de génie, bien naturellement, leurs besoins vont être différents. C'est sûr que si on a moins de ressources, on est dans notre stade peut-être plus artisanal, bien, on va avoir un vendeur qui va faire toutes les tailles de firmes de génie, puis un autre qui va faire les travaux publics, ou même si on ne peut pas avoir 2 vendeurs, bien, on va peut-être se concentrer sur un segment versus l'autre. Puis la notion de focus, elle est importante en termes de croissance des ventes. Mais l'idée à la fin, là, c'est d'être capable de dire j'ai combien de processus de vente. Puis la règle est fort simple. Je ne veux pas qu'un vendeur ait à exécuter plus qu'un processus de vente. Essentiellement, c'est ça ma règle. Puis, naturellement, je peux jouer. Des fois, je peux désigner mon processus de vente pour être plus large. Donc, comme je disais, je pourrais avoir un processus de vente pour toutes les tailles de firmes de génie. Mais là, peut-être que là, je suis rendu à un stade où je peux spécialiser un peu plus. Là, je vais diviser ça, puis là, ça va devenir 2 processus. Puis là, on va vraiment personnaliser davantage le processus puis l'expérience en fonction des plus petits bureaux de firmes professionnelles puis des plus gros de l'autre côté. Donc, j'espère que ça vous aide à rendre ça un petit peu plus concret. Je vous donne un deuxième exemple pour continuer. Donc, puis pour vous aider au niveau de la stratégie. Donc, disons que vous avez une firme qui vend un logiciel ERP en mode SaaS, OK? Qui offre des services professionnels puis qui doit vendre des renouvellements. Bien là, dans cette réflexion-là, OK, il faut que je comprenne mon logiciel, je le vends à qui? Est-ce que c'est un logiciel que je vends à la PME? Est-ce que c'est une solution SMB, Small and Medium-Sized Business, ou est-ce que c'est une solution plus Enterprise que je vais vendre à des grands comptes?
Puis ensuite de ça, au niveau de mes services professionnels, bien, c'est quoi la stratégie? Puis c'est quoi... Moi, j'ai la notion de ce que j'appelle le produit torpille. C'est le produit qui me fait rentrer chez le client. Donc, c'est-tu le logiciel que je vends d'abord qui amène les services professionnels? C'est-tu les services professionnels qui amènent le logiciel ou c'est vendu de façon intégrée? OK? Donc, il y a de la réflexion à faire de ce côté-là. Il y a encore là, c'est ce qui va déterminer mon processus de vente. J'ai-tu un processus de vente qui vend mes licences puis qui vend mon service professionnel ou c'est deux processus séparés? Un qui est géré par un vendeur, puis l'autre qui est vendu en upsell, en vente additionnelle par un gestionnaire de compte. Puis il n'y a pas une réponse unique. Ça dépend de ce que vous vendez, de votre contexte, puis de c'est quoi votre stratégie d'un point de vue vente, d'un point de vue commercial. Puis il y a la dimension renouvellement. Encore là, il n'y a pas une réponse unique. J'ai certains clients, le renouvellement, il se fait automatiquement. 90% des clients vont renouveler sans même parler à quelqu'un. Il y a tellement de valeur, puis c'est tellement incontournable, le renouvellement est automatique. Bien là, certainement que je n'ai pas besoin d'un vendeur qui fait des renouvellements à temps plein. Mon renouvellement, il est transactionnel. Puis je n'ai pas besoin de payer une commission à un vendeur pour être capable de faire ça. Par contre, dans d'autres business, le renouvellement, c'est de la job. C'est un contrat, puis c'est négocié, puis là, il y a un vrai travail à faire, puis ça va peut-être justifier un processus de vente à lui tout seul, ou est-ce que je vais avoir, tout dépendant de mon stade de croissance, un vendeur qui va focuser strictement là-dessus. Puis encore une fois, dans un modèle artisanal, j'ai probablement un vendeur qui fait tout ça. Dans un stade d'expansion, bien, je vais avoir des rôles qui sont plus spécialisés naturellement de ce point de vue-là. Donc, dans la réflexion, c'est de penser sa structure en fonction de l'évolution de ses ventes puis de la maturité de sa business. Maintenant, je vous ai donné des exemples. L'étape 3, bien, c'est d'identifier les rôles et responsabilités. Puis là, à l'étape précédente, j'ai dit, on réfléchit à sa stratégie, puis on identifie, on a combien de processus de vente. Puis chez Prima Ressources, quand vient le temps de parler de processus de vente, nous, on utilise ce qu'on appelle une méthodologie là, qui est la vente par le baseball, baseline selling. Puis, fondamentalement, là, on a 4 grandes étapes. Là. On a aller vers le premier but, donc c'est l'étape suspect. Du premier au deuxième, qui est l'étape prospect. Du deuxième au troisième, qui est l'étape qualifié. Du troisième au marbre, qui est l'étape conclure. Donc, c'est fondamentalement là, les 4 étapes qu'on a. Donc, l'étape suspect, c'est tout ce qu'on doit faire pour obtenir une rencontre avec un client potentiel. Du premier au deuxième but, c'est tout ce qu'on doit faire pour comprendre c'est quoi le besoin du client, c'est quoi ses incitatifs, c'est quoi sa raison incontournable d'acheter. C'est là où on bâtit la relation, la confiance avec le client. Entre le deuxième et le troisième, on vient qualifier. Est-ce que le client a les fonds? Comment il va prendre sa décision? C'est quoi ses critères de décision? C'est quoi les spécifications? C'est quoi? Donc, ça, c'est la qualification. Puis entre le troisième but et le marbre, bien, c'est là où on vient présenter la solution, faire une démo personnalisée. C'est là où on vient présenter sa proposition puis conclure la vente. Fait que fondamentalement, c'est les grandes étapes du terrain de baseball. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Bien, naturellement, que ça nous aide après ça à comprendre les différents rôles en fonction du processus de vente puis qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, je vais prendre l'exemple du account executive, là, qui est souvent le titre qu'on donne aux vendeurs ou aux représentants des ventes. Là. Donc, souvent, François, on avait ça, un directeur de développement des affaires. Le account executive, lui, généralement, ou elle, va faire toutes les étapes du processus de vente. OK? Donc, va prospecter, aller chercher les rendez-vous, comprendre le besoin du client, qualifier le client, puis après ça, conclure la vente. Le account exécutif peut être assisté d'un représentant technico-commercial, là, donc d'un solution architect ou d'un sales engineer qui va l'aider plus à la fin. Le rôle du sales engineer, là, c'est d'embarquer là, juste avant le troisième but puis d'aider le account exécutif à rentrer la vente au marbre. Mais donc, le account exécutif va avoir toutes les étapes du processus de vente à faire. Par contre, vous le voyez ici, là, mon account exécutif, là, j'ai mis une petite étoile ici. Bien, dans des organisations qui sont peut-être à l'étape
entre la croissance, expansion, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un ou plusieurs Sales Development Representative ou Business Development Representative en français. Puis j'utilise les termes anglais parce que justement, tout le monde se réfère avec ça. Ça vous parle probablement plus, ces termes-là, que si je les nommais en français. Je ferais juste porter plus de confusion encore. Donc, en français, les représentants de développement des affaires. Donc, ces gens-là, leur rôle, là, puis vous avez différentes configurations. Il y en a qui sont plus inbound, donc ils vont travailler les leads qui sont générés par votre entreprise. Puis si vous avez un essai gratuit, bien, c'est eux qui vont travailler tous ces inbound leads-là. Puis vous avez des rôles qui sont plus orientés outbound, donc c'est du cold call, c'est de la prospection, c'est de la sollicitation à froid. Puis ça, d'ailleurs, c'est important. On utilise le mot Sales Development Rep, puis on ne fait pas de distinction si c'est un rôle inbound, outbound ou un équilibre des deux. C'est pas mal plus difficile d'être l'acronyme du rôle Sales Development Representative, c'est SDR ou BDR. C'est pas mal plus difficile d'être un SDR outbound qu'un SDR inbound parce que c'est plus difficile de faire du cold call puis de la prospection à froid que de faire naturellement du inbound puis de travailler des leads. Idéalement, vous configurez ce rôle-là avec un équilibre des deux. Donc, souvent, on va avoir ces gens-là qui vont donc aider à amener plus de premiers rendez-vous au account exécutif. Dans mon livre à moi, c'est encore important que le account exécutif fasse de la prospection, même s'il y a des SDR, BDR. Ces gens-là doivent être des accélérateurs pour les accounts exécutifs. Vous avez aussi des gens qui sont des Business Development Managers qui, généralement, eux, vont développer des ventes un peu comme le account exécutif, mais ils vont le faire avec des partenaires. Donc, vous avez des partenaires, vous avez des revendeurs. Puis c'est pour ça, là, ici, j'ai mis là, le partner. Là. Dans le fond, ce qui arrive si vous travaillez via des partenaires, c'est que c'est votre partenaire qui devrait vous amener des rencontres de premier but. Puis souvent, la perception que je vois que les entreprises ont, c'est « Ah, le partenaire va faire le cycle jusqu'au troisième but. » Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que le partenaire, il va vous amener sur le premier but. Puis après ça, ça vous prend un Business Development Manager là, qui va prendre la balle au premier but puis qui va faire le tour des buts pour l'amener jusqu'au marbre. Donc, un partenaire, ça vous amène au premier but. Puis le rôle du Business Development Manager à aller vers le premier but, contrairement au account exécutif qui va prospecter pour avoir ses rendez-vous, le Business Development Manager, il va éduquer, former les partenaires à identifier les bonnes opportunités, à lui amener au premier but pour qu'après ça, lui, il puisse embarquer puis travailler de façon efficace. Donc, la façon dont on va prospecter un BDM, là, un Business Development Manager, va être différente de la façon de prospecter d'un account exécutif. OK? Donc, vous voyez, là, en fonction du processus de vente, ça nous aide à comprendre les différents rôles. Puis concrètement, qu'est-ce qui doit se passer dans le processus de vente? Après ça, entre le premier et le deuxième but, bien, si on est un account exécutif, c'est notre job de comprendre les besoins, les raisons d'acheter du client, de développer la confiance. Si on est un account manager, ce que ça veut dire, c'est qu'on fait le processus de vente, mais on part au premier but parce qu'on vend à des clients existants. Donc, normalement, on n'a pas vraiment de job de prospection. Notre rôle, c'est d'identifier des opportunités d'upsell. Puis, dans le fond, on prend les clients au premier but, puis on leur fait traverser les étapes. Puis là, on va chercher des ventes additionnelles de cette façon-là. Si on est un Partner Sales Manager, donc ou un Business Development Manager, là, les deux sont des synonymes. Bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler conjointement avec notre partenaire pour comprendre les besoins du client, développer la confiance avec le client. Entre le deuxième et le troisième but, bien, on va venir qualifier. Donc, ça, c'est le travail autant du account exécutif que du account manager, que du BDM, que du partner sales manager. Donc, tous les titres vont devoir faire ça. Mais vous voyez, là, on n'a pas les SDR, BDR. Eux, leur rôle, là, ça s'arrête au premier but. Et naturellement, au niveau de la conclusion, on a le account exécutif, le account manager, le BDM qui va être là ou le partner sales manager. Puis, on peut ajouter à ça là, le rôle technico-commercial, donc notre solution architect ou notre sales engineer qui va apparaître donc en route vers le troisième but pour apporter là, cette dose technique-là nécessaire
possiblement nécessaire. Ça ne veut pas dire que c'est le cas dans tous les modèles pour être capable de conclure la vente. Donc, ça nous aide à mettre de l'ordre. Encore là, je vous mets les titres, mais dans le fond, ces titres-là sont juste le reflet d'un seul rôle qui est un rôle de vente qu'on peut configurer dans différentes saveurs. On peut avoir quelqu'un qui fait toutes les étapes, on peut avoir quelqu'un qui fait la première partie, on peut avoir quelqu'un qui fait le milieu, le haut du terrain de baseball, puis on peut avoir, comme nos technico-commerciales, du monde qui rentre plus à la fin du processus, puis qui assiste le représentant ou qui aide le représentant à rentrer ça sur le bal. OK? Donc, on peut avoir différentes configurations, puis on peut avoir différentes configurations en fonction des produits qu'on vend. Peut-être que vous avez une solution plus enterprise avec des SDR, des account executives, des account managers, mais peut-être que vous avez une solution qui est plus small business, qui est vendue par du inside sales parce que c'est des plus petits investissements qui, eux, vont compléter l'ensemble des étapes du processus de vente. Donc, c'est juste de dire, c'est quoi mon rôle, puis après ça, comment je veux découper ça, comment je veux découper mon processus de vente en fonction des différents rôles que je veux créer puis les responsabilités que je veux donner dans mon organisation. Puis la règle, c'est plus je suis proche, plus je suis vers l'artisanal, plus je garde ça simple avec un seul rôle qui fait toutes les étapes. Puis plus je m'en vais vers l'expansion puis la maturité, bien plus je vais spécialiser mes rôles, découper mes rôles pour donner du focus à mes gens, donner de l'orientation à mes gens en fonction de mes différents produits, en fonction de mes différents marchés également que je veux réussir à développer, puis ultimement des processus de vente que j'ai besoin de réaliser. Fait que j'ai une question d'Alain. Où sont les inside sales sur le terrain de jeu? Excellente question, Alain. Fait que ça dépend de ce que vos inside sales font. OK? Dans certaines entreprises, les inside sales, c'est des gens de vente qui doivent vendre un produit du début à la fin. Donc, dans ce cas-là, les inside sales, ils font une version allégée du terrain de baseball généralement. Donc, souvent, quand les inside sales font des ventes, c'est des ventes qui sont peut-être un peu plus simples, avec des investissements qui sont moins grands. Donc, ce qu'on va faire, c'est que naturellement, on va faire les étapes du processus de vente, mais on va les faire plus rapidement, on va les alléger, mais on veut quand même avoir des inside sales qui comprennent pourquoi le client achète et comment le client va acheter. Mais comme je dis, on n'ira pas autant en profondeur, mais le même principe du terrain de baseball va s'appliquer là avec nos inside sales. Par contre, il faut faire attention. Moi, j'ai certains clients que les inside sales, c'est du service à la clientèle. Ce n'est pas des gens qui vendent. Donc, à ce moment-là, ces gens-là ne font pas nécessairement le terrain de baseball. Leur rôle est plus orienté sur le service à la clientèle. Donc, encore une fois, là, inside sales, il faut faire attention. On lève le capot. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Concrètement, qu'est-ce que ces gens-là font? Est-ce qu'ils ont une attente de vente ou une attente de service à la clientèle, ou les deux, OK? Après ça, qu'est-ce qu'ils doivent vendre à qui? Puis c'est quoi le processus de vente qu'ils doivent être en mesure d'exécuter? Fait que c'est ces mêmes questions de réflexion là, qui se posent dans ce contexte-là. Puis la quatrième étape qui est naturellement de mettre les bonnes personnes dans les bons rôles. OK? Donc ici, vous avez un exemple d'une entreprise là, qui a 3 régions, l'Est, l'Ouest, puis l'Europe. Puis, ben, ils ont des ventes internes, ils ont une équipe de vente moyenne entreprise, puis ils ont une équipe de vente compte majeur. Et là, ce qu'on est venu faire, puis vous avez vu, là, j'ai éliminé le nom des personnes, là, mais puis c'est une vraie entreprise, soit dit en passant. Ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu voir, ben, est-ce qu'on a les bonnes personnes dans les bons rôles? Qui on devrait mettre? Qui serait l'idéal à mettre dans un rôle de vente interne? Qui serait l'idéal de mettre dans la moyenne entreprise? Puis qui serait idéal de mettre dans les comptes majeurs? Donc, qui convient où? Donc, en gris pâle, c'est le rôle où la personne est actuellement. Puis le petit drapeau, le X rouge ou le crochet vert indique où cette personne-là devrait être. OK? Donc, par exemple, si je regarde la personne B, elle est actuellement moyenne entreprise, mais elle aurait la capacité d'être au compte majeur.
tout comme elle aurait la capacité d'être aux ventes internes. Donc, on a quelqu'un qui est flexible de ce côté-là. Cependant, je peux avoir quelqu'un qui ne serait pas... Vous voyez ici, là, j'ai quelqu'un qui est actuellement au compte majeur. Ce n'est pas son rôle idéal. Cette personne-là serait bien mieux aux ventes de moyenne entreprise. Donc là, on a quelqu'un qu'on pourrait placer dans un rôle où cette personne-là aurait davantage de succès parce qu'elle correspondrait mieux aux critères de ce rôle-là. Puis ça, je vais en reparler tantôt, là, la différence entre la compatibilité et la capacité. Ça, c'est une notion importante. Quand on fait l'analyse d'un rôle, on tient compte des deux. Le pourcentage, c'est l'analyse de la compatibilité, puis les lettres correspondent aux critères de l'environnement de vente et ça, c'est la capacité. Donc, quelqu'un peut être très compatible pour un rôle, puis pas avoir les capacités. Donc, c'est deux notions différentes. Vous voyez ici, là, j'ai quelqu'un qui a les capacités, hein, mais sa compatibilité est à 48 %. Donc, elle a les capacités nécessaires pour réussir dans le rôle de vente compte majeur, mais elle n'a pas encore l'expérience des comptes majeurs. Mais ça, elle va l'acquérir, cette expérience-là. Donc, ça serait un bon move. On aurait potentiellement ici quelqu'un qui est aux ventes internes, mais qui pourrait prendre du galon et occuper un rôle à la moyenne entreprise ou même au compte majeur. C'est juste qu'elle n'a pas l'expérience. C'est probablement pour ça qu'on ne l'a pas placé dans ce rôle-là. Mais ce qu'on voit aussi souvent, c'est des gens qui ont beaucoup de compatibilité. Vous voyez, un 68 ici, mais qui n'ont pas nécessairement les capacités. Donc, ils ont l'expérience nécessaire, mais ils n'ont pas les capacités nécessaires pour être capables d'avoir du succès dans le rôle. Puis malheureusement, quand on prend les décisions de mettre les bonnes personnes dans les bons rôles, trop souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde rien que la compatibilité, puis on ne regarde pas la capacité de l'individu. Puis là, après ça, la personne n'a pas de succès, puis on se demande pourquoi. Donc, c'est important de faire une analyse de rôle en tenant compte de ces deux dimensions-là, qui est la quatrième étape. Maintenant, parlons un peu de la science de la performance en vente. Quand on fait une analyse comme celle-là, là, de mettre les bonnes personnes dans les bons rôles, on regarde au-dessus de 250 attributs pour chaque personne en fonction des critères du rôle qui tombent dans 21 compétences clés puis qui se classent dans 3 piliers. Il y a 3 piliers fondamentaux de la performance au niveau des ventes. Donc, les 21 compétences clés puis les 250 attributs vont dans 3 catégories. La première, c'est la volonté de réussir en vente. Donc, c'est les compétences en lien avec la volonté de réussir en vente. Ça, c'est le premier pilier. La volonté, c'est la motivation du vendeur, la détermination du vendeur. J'ai des gens qui me disent mon vendeur, je veux quelqu'un qui a faim, je veux quelqu'un qui va défoncer des portes. Bien, ça va avec la volonté de réussir au niveau des ventes. OK? L'ADN de vente, c'est un peu comme le savoir-être. C'est un peu on parle souvent là, du soft skill au niveau des ventes. Bien, ça, c'est mon ADN de vente. C'est mon côté conceptuel. C'est ce qui se passe entre mes deux oreilles. Quelqu'un qui a des bons réflexes de vente, c'est quelqu'un qui a un bon ADN de vente. Et la dernière partie, c'est les compétences tactiques en vente. Ça, c'est plus le savoir-faire. C'est tactiquement, techniquement, est-ce que je sais comment faire? Pas techniquement produit, mais techniquement vente. Est-ce que j'ai des compétences? Donc, ça, c'est les 3 grandes catégories. Donc, volonté, détermination, motivation, ADN, soft skill, compétences tactiques, hard skill. Ces compétences-là, donc, dans chacune de ces 3 catégories-là, vous avez donc les compétences. Donc, il y en a 5 pour la volonté de réussir, il y en a 6 pour l'ADN de vente, puis il y en a 10 pour les compétences tactiques. Donc, 21 compétences clés au total. Maintenant, ce qui est intéressant de regarder, c'est que ça prend différentes compétences en fonction de où on est rendu sur le terrain. Alors, tout ça fait un tout. Tantôt, je vous ai parlé on réfléchit à notre stade de croissance, on réfléchit on a combien de processus de vente. Puis après ça, bien, quand j'ai découpé mes rôles, après ça, je suis capable de dire, OK, là, j'ai un SDR. Bien, mon SDR, son rôle, mon Sales Development Representative, c'est de se rendre au premier but. C'est quoi les compétences que j'ai besoin d'un SDR? Bien, je veux quelqu'un qui peut chasser.
Je veux quelqu'un qui est capable de joindre les décideurs. Je veux quelqu'un qui est capable de faire de la vente sociale, donc qui va utiliser les réseaux sociaux LinkedIn pour prospecter et pour générer des opportunités. J'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas besoin d'approbation pour décrocher le téléphone, qui est capable de récupérer suite au rejet parce qu'il va se faire rejeter. Puis j'ai besoin de quelqu'un qui va avoir les croyances qui vont supporter sa performance. Donc, je suis capable de voir c'est quoi les compétences que j'ai besoin en fonction de cette étape-là. Même chose au niveau du premier au deuxième but. Mon account exécutif qui part au premier but, bien, il faut qu'il soit bon en vente consultative. Il faut qu'il soit bon à vendre la valeur. Puis, vous les avez à l'écran, là, je ne les nommerai pas tous. Entre le troisième but, vous avez les compétences, tant les compétences tactiques, qualifier ses tactiques. Parler d'argent, ça, c'est plus l'ADN de vente. Là, j'ai mélangé des compétences là, en fonction de où on est rendu sur le terrain de baseball. Puis après ça, au troisième but, bien, vous avez un autre set de compétences. Donc, selon comment vous allez configurer vos rôles pour l'exécution du processus de vente, ça va influencer après ça les compétences que vous allez chercher. Puis vous voyez, le cercle d'attente, ça, c'est avant d'embarquer sur le terrain. Bien, avant d'embarquer sur le terrain, bien, naturellement, ça me prend du monde qui ont de la volonté à réussir en vente. Je peux avoir un très bon account exécutif qui a toutes les compétences autour du terrain, mais s'il n'a pas le désir et l'engagement, il ne viendra pas, il ne fera pas ses ventes à 100%. Il ne sortira pas de sa zone de confort. Il ne surmontera pas l'adversité de la vente. Donc, même s'il y a le reste, puis même s'il est bien, bien bon dans la solution, bien, il va me manquer des compétences puis des ingrédients pour avoir un account exécutif qui est performant dans son rôle. Donc, ça, le cercle d'attente, c'est justement, c'est quoi les compétences que ça me prend avant d'embarquer sur le terrain. Puis après ça, en fonction de où on est rendu sur le terrain, c'est quoi les autres compétences que ça prend en fonction de comment j'ai désigné mon rôle. Donc, c'est sûr que si je suis dans une business artisanale, bien, je vais avoir besoin de quelqu'un qui est capable d'avoir beaucoup plus de compétences, tandis que plus je grossis, plus je spécialise mes rôles, plus je suis capable d'aller chercher des gens qui ont un nombre de compétences plus restreint. Donc, ça aide à scaler, à embaucher, à recruter, puis à systématiser davantage ces ventes pour être capable de passer en mode expansion. Fait que je vous présente cette information-là un peu différemment. Dans le fond, là, quand on regarde un rôle de SDR, BDR qui est de se rendre au premier but, bien, on veut que ça soit quelqu'un qui chasse. Puis là, vous voyez un peu c'est quoi les attributs que ça prend pour chasser. Puis on veut quelqu'un qui joint les décideurs. Puis on veut quelqu'un qui a une bonne posture de vente parce qu'on veut qu'il parle à des exécutifs pour obtenir des rendez-vous. Et souvent, l'erreur qui est faite pour le rôle de SDR, BDR, c'est de prendre des gens qui sont nouvellement dans les ventes. Souvent, là, ça, c'est un poste d'entrée. Souvent, on l'entend, là, on va créer une équipe. Là, puis souvent, ça va être notre équipe école. Là. Puis là, les bons SDR, on va les promouvoir à un job de BDM ou éventuellement de account exécutif. Le problème, c'est que le rôle du SDR est probablement un des rôles les plus difficiles au niveau des ventes parce qu'on est en prospection. Puis souvent, les gens sont sous-équipés pour ce rôle-là. Puis on prend des gens qui sortent de l'école, qui n'ont jamais eu à avoir des conversations avec des exécutifs. Pourtant, là, c'est cette conversation-là qui va faire la différence entre un rendez-vous et pas de rendez-vous. Puis là, je vois plein d'affaires sur on construit une équipe de SDR, BDR, puis là, ça l'aide. Puis je me fais contacter, on veut créer une équipe de SDR qui va nous aider à scaler. Puis là, on pense que c'est la panacée, mais la partie de l'histoire qu'on ne dit pas, c'est que moi, j'ai reçu ces appels-là des équipes de SDR où est-ce qu'ils sont 10 puis qui ne sont pas capables d'obtenir 2 rendez-vous par semaine. Ils n'ont pas de performance. Fait que là, on parle beaucoup du titre, puis du rôle, puis du persona, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ça ne donne pas les résultats qu'on veut avoir de l'autre côté parce qu'on met des gens qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas la posture, qui n'ont pas l'expérience nécessaire, puis on prend des gens juniors dans un des rôles qui est probablement un des rôles les plus difficiles dans le processus de vente, qui est de se rendre au premier but. C'est là où on doit se différencier, c'est là où on doit bâtir sa crédibilité. Donc ça, c'est un piège. Souvent, dans les rôles de SDR, je vais prendre des gens, surtout en technologie, qui ont un background de vente interne, qui sont des gens qui ont de l'expérience, qui ont vendu à des propriétaires d'entreprises
peut-être dans un rôle vente interne, puis là, je vais les amener vers un rôle de SDR. Souvent, je vais prendre des gens qui ont vendu de l'intangible avant, qui ont vendu du média, qui ont vendu de la pub, ça, c'est des profils qui font des bons SDR parce que justement, ils vont amener dans le rôle les compétences pour être capables de performer, à obtenir des premières rencontres, puis à ajouter de la valeur lors de ces discussions-là avec les clients potentiels. Donc là, Geneviève, question, là, est-ce que ces compétences-là peuvent être développées à travers le temps? La réponse est oui. Les compétences tactiques, ça se développe rapidement. Ce qui est plus long à développer, c'est l'ADN de vente. Puis ce qui est difficilement développable, c'est la volonté de réussir. C'est pour ça qu'à la sélection, on veut s'assurer d'avoir les étapes qui étaient, les compétences qui étaient dans le cercle d'attente tantôt. Guy me demande, alors, où tu places les juniors débutants? Alors, c'est une excellente question. Ce que je vais faire, c'est je peux les placer dans un rôle de SDR, mais il va falloir que je leur donne énormément de coaching et que je sois prêt à attendre la période d'intégration nécessaire pour qu'ils atteignent leur pleine performance puis qu'ils gagnent leur expérience. Tout comme je pourrais les placer dans un rôle de Business Development Manager ou de Account Executive pour un segment Small and Medium Size Business, pour la petite et moyenne entreprise. Puis encore là, les coacher. Puis la sélection devient importante. Quand j'embauche des juniors, les compétences tactiques, on peut les montrer rapidement. Mais l'ADN de vente puis la volonté, ça n'a rien à voir avec combien d'années je suis dans les ventes. Fait que si j'embauche des juniors, ben, je veux m'assurer d'avoir la bonne fondation puis d'être capable d'avoir des gens qui ont de la volonté puis de l'ADN sur lequel je vais pouvoir bâtir les compétences tactiques beaucoup plus rapidement. Puis j'aurais pu faire un webinaire juste là-dessus. Là. C'est une très bonne question, mais j'espère qu'à haut niveau, ça donne des pistes de réflexion. Quand on regarde le account executive ou un business development manager, on a beaucoup plus de compétences qu'il faut maîtriser. Vous les avez à l'écran, là. Donc, on a besoin de quelqu'un qui a plus de compétences. Naturellement, souvent, l'expérience d'un account executive va être plus dans des larges comptes versus un business development manager qui est plus orienté SMB. Donc, on va chercher des compétences similaires, mais des expériences différentes. Quand je recherche un account exécutif, je cherche quelqu'un qui a cette expérience-là avec justement du compte majeur, ce que je ne rechercherai pas nécessairement dans un business development manager. Puis certainement que si vous avez les deux, bien, un rôle de BDM peut mener à un rôle de AI par la suite. Je dis AI en anglais, là, mais c'est AE, account exécutif. Puis là, vous avez les compétences pour un account manager. Donc, encore là, c'est important de comprendre c'est quoi le rôle, c'est quoi les responsabilités, puis après ça, c'est quoi les compétences qui s'y rattachent. Puis regardez ici un sales manager, un directeur des ventes. On n'est plus dans les compétences de vente. Là, on parle de coacher l'équipe. On parle, oui, de compétences de vente comme qualifiées parce qu'il faut qu'ils puissent aider l'équipe, mais il faut en plus qu'ils sachent coacher, motiver, gérer le pipeline, tenir l'équipe imputable. Donc, tu sais, si par exemple, on a un sales manager qui vend versus un sales manager qui gère des vendeurs, c'est deux jeux de compétences qui sont différents, d'où l'importance de comprendre ce qui se cache en arrière du rôle. Tantôt, je vous en parlais, là, compatibilité versus performance. C'est deux éléments qui sont différents. Souvent, on a tendance à placer les gens seulement basés sur la compatibilité, donc seulement basés sur leur expérience passée. Mais ce n'est pas parce que j'ai quelqu'un qui a de l'expérience dans les TI ou qui a de l'expérience à vendre des logiciels ERP, puis je vends des logiciels ERP, qui est nécessairement compatible avec les éléments de mon environnement, qu'il a nécessairement les capacités nécessaires pour réussir dans mon environnement. Regardez cette force de vente-là là, que j'ai évaluée. Regardez ici, là, j'ai un seul joueur ici qui a toutes les capacités, qui a un potentiel de performance qui est fort. Pour le reste, là, oui, j'en ai d'autres, mais j'en ai qui ont un potentiel beaucoup plus faible, pas parce qu'ils ne sont pas compatibles. Regardez, là, la personne ici, 84% de compatibilité, mais le potentiel de performance est juste à 38%. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas l'expérience, c'est parce qu'elle manque 4 des 5 critères pour réussir dans cet environnement de vente-là. Puis ça, c'est important.
vous pouvez embaucher des gens qui viennent de votre industrie, mais chaque business a des critères qui lui sont propres. Donc, si par exemple, votre prix est plus élevé que votre concurrent, bien, vous embauchez quelqu'un qui vient du concurrent, mais lui, il n'a pas vendu à prix plus élevé, bien là, vous ajoutez une contrainte. Fait que ça se peut qu'il y avait du succès là, mais qu'il n'y en aura pas chez vous parce qu'il y a une condition qui est présente chez vous en lien avec la performance qui n'était pas présente chez le concurrent. Fait qu'il faut arrêter de penser que la compatibilité est un gage de succès. La seule chose que la compatibilité va améliorer, c'est la vitesse d'intégration, mais ça n'affectera pas ultimement le niveau de succès de la personne dans le rôle. Donc, d'où l'importance de bien réfléchir ses rôles, puis après ça, d'être capable de faire cette analyse-là pour placer les rôles, les bonnes personnes aux bons endroits. Parlons un peu indicateurs. Il y a 4 types d'indicateurs, des indicateurs d'activité, de pipeline, de comportement, de résultats. Bien, naturellement, c'est important de mesurer les rôles en fonction de, justement, quelle étape on doit exécuter dans le processus de vente. Si j'ai un SDR qui se rend au premier but, je vais avoir des indicateurs plus d'activité. Puis si j'ai un compte exécutif, bien, je vais avoir plus des indicateurs de pipeline ou de comportement. OK? J'aurai pas puis de résultats. Je n'aurai pas d'indicateur où est-ce que je suis les ventes nécessairement d'un SDR parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel la personne a un contrôle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est regarder le rôle de la personne puis comprendre après ça qu'est-ce que la personne contrôle, sur quoi elle a un impact. OK? Si j'ai un SDR que je tiens imputable d'un chiffre de vente, bien, le SDR n'a pas de contrôle ultimement sur le chiffre de vente. Il y a un rôle à jouer. Donc, ça vous prend un indicateur qui est plus près de ce qu'on s'attend que cette personne-là fasse. Puis, il y a une question qui est rentrée. Raymond dit vendeur payé 100% commission avec 3 points d'interrogation. Puis, Raymond, on pourra peut-être y revenir dans la discussion après. Puis, ça, c'est un autre élément qui ajoute de la complexité. La rémunération, ça, c'est un autre volet. Une fois qu'on a réfléchi nos rôles, qu'on a identifié nos compétences, puis qu'on comprend c'est quoi nos indicateurs, là, à ce moment-là, on peut aller à la prochaine étape, qui est de comprendre justement c'est quoi la rémunération que j'ai pour ce rôle-là. Comme règle générale, parce que je pourrais faire une session d'une journée juste là-dessus, là, c'est au moins 20% de la rémunération de tous vos gens aux ventes doit être variable. OK? Peu importe le rôle qu'il joue, là, si vous avez quelqu'un qui a un rôle à jouer dans le processus de vente, puis ça inclut vos gestionnaires puis vos leaders, il y a au moins 20% de leur rémunération totale qui doit être variable. Là, après ça, c'est sûr que, par exemple, pour un SDR qui ne fait pas la vente au complet, bien, ça va peut-être être plus un bonus basé sur les rendez-vous obtenus puis la qualité des rendez-vous. C'est sûr que si j'ai un compte exécutif, bien là, je vais y aller plus sur une commission basée sur la croissance des ventes. Donc, ça va être en fonction des indicateurs et des résultats qui sont attendus. Fait que, avec ça, j'espère que je suis venu simplifier votre réflexion. Naturellement, on a tous des cas particuliers, j'en suis sûr, puis vous avez sûrement encore plein d'autres questions. C'est la raison pour laquelle on vous offre, si vous êtes intéressé, 1 heure de consultation gratuite avec un expert de Prima pour parler de votre structure, puis après ça, déterminer, bien, est-ce qu'une analyse justement des rôles pourrait être utile puis permettre justement de mettre les bonnes personnes dans les bons rôles. Donc, si vous êtes intéressé par ça, je vous invite à communiquer avec nous ou communiquer avec Geneviève ou Guy de l'OQT qui vous mettront en communication avec nous, puis ça nous fera plaisir là, d'organiser cette conversation-là, puis de vous aider justement un petit peu plus particulièrement dans je dirais, ce qui rend votre modèle et ce que vous faites unique.